Мы сегодня посвящаем этот вечер пятой экскурсии, виртуальной экскурсии по Государственному русскому музею в Санкт-Петербурге. Nous consacrons cette soirée virtuelle à la 5e visite virtuelle du musée russe d'État de Saint-Pétersbourg. Но прежде чем передать слово нашему экскурсоводу, сотруднику Русского музея Валентине Александровне Горловой, заведующей экскурсионно-лекционным отделом этого замечательного музея, несколько технических ремарок. Mais avant de passer la parole à notre guide d'aujourd'hui, Madame Valentina Gorlova, chef du département de conférences et de visites de ce musée, quelques remarques techniques. Наша экскурсия ведется на двух языках, на русском и на французском, с синхронным переводом. Большое спасибо коллегам из Русского дома в Париже за помощь с синхронным переводом. Notre visite s'effectue en deux langues, en russe et en français. Merci beaucoup à nos collègues de la Maison russe à Paris pour leur aide dans la traduction simultanée. Вы можете продолжать слушать русский язык, ничего не делая, или, выбрав русский язык, на иконке перевода, эта иконка с изображением глобуса внизу вашего экрана. Чтобы продолжать на французском, переключитесь на французскую дорожку. Vous pouvez continuer nous entendre en russe, nous écouter en russe. Si vous voulez choisir le français, il faut cliquer sur l'icône du globe en bas de votre écran et choisir la piste française. Теперь я передаю слово нашим переводчикам. Donc, maintenant, c'est à nos interprètes d'assurer la version française et je vous présente notre guide qui va nous accompagner dans ce voyage à travers une partie de la collection du musée russe, qui est probablement la plus connue en fait à l'étranger, qui est l'art russe du tournant du 19e, 20e siècle. Valentina Gorlova, chef du département des visites et des conférences du musée d'État russe à Saint-Pétersbourg. À vous la parole. Merci beaucoup, bonsoir. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir tous. Effectivement, aujourd'hui, nous nous lançons dans une visite virtuelle. Nous nous plongeons dans une des périodes les plus intéressantes dans l'histoire de l'art russe, la fin du 19e, le début du 20e siècle. Dans notre littérature, dans notre art, cette époque s'appelle le siècle d'argent. Donc, je vais vous présenter brièvement le musée russe pour commencer. Le musée russe possède une des plus grandes collections de l'art russe en Russie. Plus de 400 000 œuvres font partie de nos fonds. Le musée a été fondé en 1895 par l'empereur Nicolas II. La base de la collection a été constituée par les dons des grands collectionneurs russes, avec une place toute particulière de la collection de l'empereur Alexandre III lui-même. Alexandre III était un grand collectionneur. Il avait une large collection de l'art russe, ainsi que des œuvres de ses contemporains, c'est-à-dire des artistes du 19e siècle. L'idée de créer le tout premier musée d'État qui accueillerait dans ces murs, justement, les œuvres russes appartient à Alexandre III. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de réaliser ce rêve. Il est mort d'une mort anticipée à l'âge de 49 ans. Par contre, cette idée a été reprise et mise en œuvre par l'empereur Nicolas II. Il a choisi le bâtiment, le palais Mikhailovski, qui a été la résidence des empereurs russes. Autrefois, il appartenait au fils cadet de l'empereur Paul Ier, Mikhail Romanov, d'où en fait son nom, palais Mikhailovski, de Mikhail. Le palais se trouve au plein centre, au cœur de Saint-Pétersbourg.
bâti sur le projet de Carl Rossi, qui a réalisé dans ce projet toutes les idées du grand classicisme. La construction a pris 12 ans, entre 1812 et 1824, et la famille de Mikhail Pavlovitch résidait dans ce même bâtiment jusqu'au milieu du 19e siècle. Après, il est devenu désert, et du coup, Nicolas II finit par signer un décret sur la création du premier musée d'art russe avec la collection des tableaux des peintres russes. La reconstruction du palais a pris 3 ans et finalement, en 1898, le musée est inauguré. Sur l'écran, vous voyez l'escalier de parade du palais qui a justement accueilli la cérémonie d'inauguration. Plusieurs photographies ont été conservées qui ont commémoré ce moment. Le palais a accueilli la crème de la société russe de l'époque. Pour parler de notre exposition permanente, elle est très grande et chaque visiteur peut suivre l'histoire du développement, de l'évolution de l'art russe à travers cette collection. Donc maintenant, je vous propose de passer dans les salles qui représentent justement l'art de la fin du 19e, début du 20e siècle. Comme je l'ai dit, c'était une période parmi les plus intéressantes dans l'histoire de l'art russe. Tous les processus qui étaient en cours en Europe ont été ensuite recopiés, si vous voulez, en Russie, mais avec un certain délai. Après l'abolition du servage, la Russie se dirige vers une nouvelle étape de son développement, le capitalisme. La Russie ancienne reste dans le passé et cette nouvelle Russie exige de nouveaux artistes. Les artistes ambulants, Surikov, Repin, Vasnetsov, donnent la place à toute une pléiade des artistes jeunes, à une nouvelle génération, parmi lesquels l'un des principaux initiateurs de la création de l'art neuf, Alexandre Benois. Benois a été une personnalité tout à fait extraordinaire, un artiste, peintre, qui a voué une grande partie de sa vie au théâtre. Il a été probablement le premier critique d'art en Russie. Il a été le premier à écrire l'histoire de l'art russe. Après 1917, Alexandre Benois est parti en France, où il vit les dernières années de sa vie, d'ailleurs, qui a été très longue. Il est mort dans les années 1960, peu avant son 90e anniversaire. Et d'ailleurs, la France a toujours servi à Benoît d'une source d'inspiration permanente. Et il adorait la France et d'ailleurs sa famille, la famille Benois, était d'origine française. Son arrière-grand-père est venu en Russie de France au XVIIIe siècle et par la suite, tous les représentants de la famille Benois, la famille célèbre, ont été peintres. Donc le père d'Alexandre a été par exemple artiste-architecte, l'architecte principal de Petergov, qui est la résidence estivale de tous les tsars russes. Et d'ailleurs, les enfants d'Alexandre Benois ont également dédié leur vie à l'art. Alexandre Benois est né à Saint-Pétersbourg. Elle a reçu une formation brillante. Elle a été formée au sein de la gymnase très connue, dont le slogan, si vous voulez, était « Aimer d'abord, éduquer après ». En fait, ce n'était pas un bon élève et pour cette raison, il a dû quitter le gymnase sans diplôme. Après, il passe un certain temps au sein de l'Académie des arts, mais il a été déçu par le système de l'éducation qui était en vigueur à l'époque.
Par contre, il a été inspiré par l'art français et il commence à élaborer cette nouvelle idée de créer un nouvel art en Russie. Bon, c'est un peu un trait caractéristique de la jeunesse, nier euh, tout ce qui existe déjà et essayer d'apporter sa propre contribution à l'art. Il a été entouré par ses camarades, mais c'est Alexandre Benoît qui devient le cœur et le centre de ce cercle des jeunes qui s'intéressent à l'art, tous étant des artistes. Certains se sont déjà rendus à l'étranger, donc étaient habituels. Ils connaissaient déjà des œuvres européennes. Et il ne faut pas oublier le théâtre qui a joué un grand rôle dans la vie et l'œuvre d'Alexandre Benoît et qui fait également partie de notre exposition. Dans cette salle, par exemple, il y a des tableaux qui représentent la comédie italienne. Vous le voyez justement sur l'écran, la comédie italienne ou Polichinelle. Donc, cette composition est un peu étonnante. Elle a été conçue par Alexandre Benoît. C'est un regard un peu bizarre, comme si on regardait la scène derrière des coulisses, comme si on regardait la scène en étant des acteurs et pas des spectateurs. Et donc, toutes les figures sont un peu déplacées. Il s'agit de la comédie dell'arte, la comédie des situations, avec deux personnages principaux, Pierrot et Arlequin. Et tous les personnages qui étaient impliqués dans cette comédie dell'arte interprétaient des rôles qui reflétaient un certain trait du caractère humain. Donc, ce que nous voyons sur la scène, c'est une certaine scène avec le vieillard Polichinelle qui s'agenouille devant une dame. Il flirte avec elle. Elle, par contre, fait la diversion avec ce geste du bras, comme s'il repoussait un petit peu le vieux Polichinelle. Ensuite, nous voyons Pierrot, toujours en blanc, qui fait un autre geste à ses compagnies et juste à côté de lui, positionné d'une manière un peu bizarre, il y a l'Arlequin, une vive tache de couleur. Alexandre Benoît connaissait très bien le théâtre et savait bien représenter des scènes de théâtre. À un certain moment de sa vie, Alexandre Benoît se rend en France. Bien sûr, il est fasciné par Versailles. Il est particulièrement fasciné par l'époque de Louis XIV. Il voyage à travers la France, mais pas pour tout simplement voyager, mais pour aussi constituer une collection de l'art français. La princesse Ténicheva, qui vivait également en France, l'incite à se rendre également dans le nord de la France, d'où vient le tableau Les danses bretonnes. Un sujet un peu inattendu quand on parle d'Alexandre Benoît, comme j'avais dit, c'était plutôt la France du 19e qui l'attirait. Ici, c'est un sujet tout à fait différent. Le tableau représente des paysans français pendant une fête et donc les paysans interprètent leur danse traditionnelle. Les figures se déplacent très lentement, calmement. Le paysage sobre, le paysage du Nord et tout le coloris est assez réservé. Il n'y a que des foulards, des coiffures blanches qui se détachent sur le fond plus ou moins neutre. Alexandre n'était pas le seul qui voulait élaborer cette nouvelle stratégie de tracer le nouveau chemin pour l'art russe. Parmi ses camarades, il y avait Konstantin Somov, qui était aussi son camarade de classe au gymnase Maya. Pour lui, la France a également été une source permanente d'inspiration. Konstantin Somov venait d'une famille noble.
Son père était conservateur des gravures à l'Ermitage, donc depuis son bas âge, le petit garçon connaissait très bien l'art européen. Dans son propre œuvre, il mélange différentes scènes de genre. Il y a des moments tout à fait quotidiens, comme un rendez-vous, un baiser. L'un des œuvres qui fait partie de notre collection représente l'hiver, le patinoire. La scène ne vient pas de Paris, mais elle est toutefois très intéressante. Il y a un peu d'ironie, il y a un peu de sarcasme. La scène représente l'hiver à Saint-Pétersbourg et on voit que l'action se déroule du gauche à droite. Et il y a une dame en rouge, un habit d'hiver avec mufle sur ses mains pour les garder au chaud. À ses côtés, il y a un homme et il se promène lentement. Au premier plan, on voit un jeune homme, probablement un amoureux rejeté. On voit son geste, on voit qu'il détourne la tête, ce qui nous dit que apparemment la dame a préféré un autre. Ensuite, sur le fond, et d'ailleurs Somov utilise assez souvent ce genre de composition, nous voyons une allée ou un parc. Donc du coup, sur ce tableau-là, nous voyons des gens qui patinent avec une certaine grâce. Et un autre épisode ironique, c'est un jeune homme avec une jeune femme qui font des mouvements assez gracieux, mais par contre, derrière eux, il y a un autre jeune homme allongé par terre. Apparemment, il est tombé, ayant perdu justement toute la grâce, juste devant sa dame de cœur. Konstantin Somov ne faisait pas que les scènes de genre. Elle a commencé son parcours professionnel dans l'atelier d'Ilya Repin. Et Repin le considérait un portraitiste de grand talent. Quelques-uns de ses portraits sont également représentés au sein de notre collection, dont par exemple le portrait d'Anna Benoît, l'épouse d'Alexandre Benoît. Atia, comme on l'appelait dans la famille. Et Alexandre, quand il était déjà en immigration, a écrit plusieurs volumes de ses mémoires. Et donc, de ses mémoires, nous apprenons que c'est enterré pour le 18e, le 19e siècle. Bien évidemment, influé toute la famille, tout son entourage. Et donc, un jour, en 1896, il y a eu un bal en mascarade. Et Atia s'est fait faire une robe pour cette soirée. Elle a été tout à fait ravissante. Et c'est alors que Constantin lui a proposé de faire son portrait, qui a été exécuté dans le salon chez lui. Atia a été placée au milieu des deux fenêtres. Et donc, les deux peintres, Constantin et Alexandre, faisaient son portrait. Constantin a représenté un parc derrière elle, apparemment celui qu'il voyait à travers la fenêtre, tandis que sur le premier plan, nous voyons Anna Benoît avec une plume rose tout à fait ravissante, avec un foulard rouge passé en dessus de son bras. Alexandre dit que les deux peintres se sont mis d'accord de faire un portrait de la même taille, mais Alexandre n'a pas aimé le portrait. Et donc, après un certain moment, elle a laissé tomber
son travail, tandis que Constantin l'a mené à bout, l'a achevé. Et on voit bien comment la peau humaine est bien transmise, les couleurs pastel de sa robe. Alexandre Benoît, a beaucoup aimé ce portrait et il a été ravi quand Constantin a annoncé qu'il allait tout simplement offrir ce portrait à leur famille. Ils ont commandé un cadre doré spécialement pour ce tableau qui a été par la suite accroché dans leur salon. Constantin a exécuté plusieurs portraits et tout comme Alexandre, après la révolution de 1917, plus précisément en 1923, il quitte la Russie avec l'exposition des artistes russes. Donc, il se rend à New York pour présenter l'exposition des jeunes peintres soviétiques, mais finalement, il reste à l'étranger pour toujours, aux États-Unis, pour un moment. Ensuite, il déménage en France. Aux États-Unis, il y avait de la famille à New York, dont son frère, Eugène Somov, qui a été le secrétaire personnel de Sergei Rachmaninov. C'était son frère et c'est lui qui présente Constantin Somov à Rachmaninov. Sergei Rachmaninov a aussi quitté la Russie pour s'installer à New York et il passait l'été dans son petit château à côté de Paris. Constantin commence son portrait. C'était une commande assez importante. En 1964, notre musée s'est doté d'une esquisse de ce portrait et maintenant sur l'écran, vous pouvez voir le portrait lui-même. Somov voulait présenter Rachmaninov sur le fond d'un cerisier en fleurs pour souligner en fait ce lien avec sa cantate très connue Printemps. Cette esquisse, cette étude transmet très fidèlement l'image du compositeur russe, reconnu non seulement en Russie, mais dans le monde entier, avec son regard sérieux, avec sa main serrée en poing. Et Rachmaninov, dans son état très particulier, pensif, peut-être il est en train de penser à son prochaine œuvre musicale, avec sa chemise blanche, avec son pull beige qui ne fait que relever sa peau dorée par le soleil méditerranéen. Et le troisième camarade d'Alexandre Benoît, c'est un autre artiste russe connu. Это Леон Бакст. Леон Бакст вошел в историю мирового искусства как один из самых известных L'un des artistes les plus connus du monde du théâtre. Donc, il travaillait sur les saisons de Diaghilev et qui a marqué l'histoire de l'art français en tant qu'un grand couturier et qui a travaillé pour plusieurs maisons de couture en France. Peint par Bakst, ce jeune âge, c'est le dîner avec des oranges, mais en effet, c'est le portrait d'une dame que nous avons vue récemment. C'est aussi Anna Karlovna Benoît. Vous voyez une histoire tout à fait extraordinaire proposée par Léon Bakst. C'est Constantin Somov. Elle a fait ce portrait dans la manière tout à fait réalistique. Là, vous voyez ce type de portrait, c'est plutôt l'image artistique. Lorsque ce portrait, pour la première fois, apparu à l'exposition, il y avait beaucoup de critiques à l'envers de Léon Bakst. L'un des critiques qui a soutenu toujours les positions du réalisme, c'est le critique Stasov, qui croyait que c'était fait sous l'influence du peintre Bertset en Russie.
Le XXe siècle est l'âge extraordinaire, notamment pour l'art russe y compris, et toute peinture, au moment de sa création, elle est composée de deux éléments, bien évidemment la forme et le contenu artistique. Pour l'art russe, le contenu joue le rôle principal, bien évidemment. Vers le début du XXe siècle, l'art européen, quand même, prend la forme comme l'élément principal. Et là, on voit ce jeu-là entre la forme et le contenu. Vous voyez cette peinture, ce tableau intitulé Le Dîner, comme Stasov, ce critique qui l'a décrit en tant que, devant nous, c'était un chat, une chatte avec ses pattes sur la table devant elle. Vous voyez les proportions de son corps, le chapeau qui décore sa tête. Et en même temps, sa poitrine et son visage, il a été tout légèrement touché avec son pinceau. Ce sont juste des bouches légèrement touchées. Et là, on voit ses doigts habillés en long qui touchent, qui tiennent entre eux un verre de champagne, une coupe de champagne. Et là, c'était aussi le prétexte pour la critique, parce que cette image, elle a été souvent comparée à l'Olympia, créée par le peintre reconnu par elle. Pourquoi ce tableau est intéressant pour nous? C'est la solution qui a été trouvée par Bakst. Bien évidemment, on voit bien évidemment quelques traits qui se ressemblent vraiment à la réalité, et ses contemporains, ils avaient donné des appréciations tout à fait différentes sur Anna Karlovna. Parfois, ils l'ont considérée une dame pas trop agréable. Mais là, on voit deux couleurs nuancées, la couleur noire et la couleur blanche sur ce tableau. Et comme vous le voyez sur sa robe, ce sont deux couleurs dominantes sur ce tableau. Et bien évidemment, Paul Cézanne, qui a influencé tous les peintres russes et européens. Pourquoi on la mentionne? Parce qu'on voit l'orange de cette couleur intense. C'est de quoi a parlé notamment Paul Cézanne, c'est que la forme joue un rôle très important dans l'art. Donc, on a mis en lumière ce travail de Léon Bakst, et on souhaiterait proposer à votre attention un autre portrait créé également par Léon Bakst. C'est le portrait d'une personnalité légendaire, pas uniquement en Russie, mais au monde entier. C'est le portrait de Serge de Diaghilev. Alexandre Benoît, Constantin Somov, Léon Bakst, les Pétersbourgeois. Ils rencontrent à la rue Ginkos 15, où se trouvait la maison de Benoît, pas loin du théâtre Mariinsky. Donc, dans cette maison-là, c'était le lieu de rencontre du cercle. L'un des camarades de classe d'Alexandre Benoît, il a amené son cousin qui est venu de la région de Perm, qui était arrivé faire ses études à Saint-Pétersbourg. Ainsi, on a vu créer une amitié entre ces deux grandes personnalités. Et il a voulu être compositeur. Il a eu beaucoup d'audience chez le compositeur Rimsky-Korsakov. Il n'a aucunement impressionné Korsakov. Et puis, désespéré, il a pris la décision de faire ses études à la faculté juridique de Saint-Pétersbourg. Mais de toute façon, sa vie a été intrinsèquement liée à l'art, mais pas au droit. Et notamment les cercles qui présidés par Alexandre Nikolaevitch Benoît a réuni tous ces jeunes bien intéressés
D'abord, Serge de Diaghilev a écouté tout d'abord ces conférences, ces réunions, et puis il a commencé à prendre une part active dans ces cercles. Il a fait lui-même des discours sur l'art et sa première passion est devenue l'art. Il a réussi à rassembler une grande collection de l'art du XVIIIe siècle. Il a voyagé dans 102 propriétés différentes. Parfois, il a réussi à les retrouver dans les greniers, dans un état déplorable, mais il les a restaurés lui-même. Avec l'aide d'Alexandre Benoît, il a pu donner l'état nécessaire, l'état noble à ces tableaux. Et la première exposition de l'art russe du XVIIIe siècle a eu lieu au Palais Tabrichevski. Et d'ici un an, cette exposition a eu déjà lieu à Paris. Sur le portrait, Serge de Diaghilev est peint avec sa nounou qui l'accompagnait pendant toute sa vie. Et à l'arrière-plan, vous voyez les tableaux. Ce sont des tableaux du XVIIIe siècle. Et tout au milieu de cette pièce où se trouve Serge de Diaghilev, c'est le rideau noir. Et là, on peut voir sa deuxième passion, très bien connue de Serge de Diaghilev, c'est bien évidemment le ballet, les saisons russes. C'est lui qui a fait découvrir le ballet russe au public français et puis au public du monde entier. Et tout ce que l'on appelle aujourd'hui le ballet russe, cette tradition a été créé et fondé par Serge de Diaghilev et il a réussi à réaliser les saisons, les fameuses saisons russes avec Kellan Bakst et Konstantin Somov. En tant que personnalité bien active, il a voulu bien évidemment attirer l'attention à tous ses amis, ces jeunes peintres aux expositions. Malheureusement, les jeunes peintres n'ont pas été très bien accueillis par les anciens. Mais Serge de Diaghilev a trouvé l'école des beaux-arts de Baron Stirlitz, où il a organisé l'exposition de tous les peintres russes, mais pas que les Russes. À cette époque-là, l'art russe n'a pas été très bien connu à l'étranger. Pour cette raison, il a invité les invités d'honneur de Finlande et de Suède. Et ainsi, il a réussi à réunir tous les Russes, les Finlandais et les Suédois. Et parmi eux, il y avait un peintre que l'on connaît très bien actuellement, c'était Mikhail Vroubel. Mikhail Vroubel, c'est le phénomène exceptionnel dans l'art russe et dans l'art européen, sa vie a été assez tragique, qui a eu sa première reconnaissance en France en 1906. Et en 1898, l'exposition des peintres russes finlandais a eu lieu. Tout le monde a attendu les tableaux de Mikhail Vroubel. Il a travaillé, il a vécu à Moscou à cette époque-là. Et Pétersbourg n'a entendu que des légendes sur ses travaux. Et là, le panneau intitulé « Le matin » date de 1898. C'est une année emblématique pour l'art russe. Финляндских художников, который назывался «Мир искусства», а впоследствии эти художники объединились в объединение, которое так и стало именоваться «Мир искусства». Чуть позже стало. Monde de l'art, puis le mouvement de Mir Искусство, Monde de l'art, puis c'est la revue éponyme qui est apparue, et puis le style moderne. Et il a eu son propre nom intrinsèque qui existait jusqu'à 1914, lorsque la Première Guerre mondiale a commencé. Le style moderne a commencé à disparaître et
le tout premier élément qui présente ce style, ce panneau qui était fait sur commande à Moscou. C'est à Moscou où le style moderne a été le mieux représenté dans l'architecture. L'art moderne russe était le style principal pour la construction des hôtels particuliers ou des manoirs des marchands russes. Et là, vous voyez ce panneau intitulé Le Matin pour le marchand, un mécénat bien connu, Morozov. Et il aurait dû décorer la pièce dans son hôtel particulier. Mais le commanditaire, il a préféré parmi les 4 panneaux réalisés, le panneau Le Matin. Là, on voit l'épanouissement de la nature. Il a été passionné par l'Antiquité, le temps antique. Il maîtrisait 8 langues étrangères. Il a beaucoup aimé la philosophie, beaucoup d'autres sciences. Et là, vous voyez la nature, comment elle s'est réveillée. Et là, vous voyez l'image d'une jeune fille qui s'envole. C'est ainsi que la nuit change le jour et vice-versa. C'est une jeune fille toute belle aux yeux noirs. C'est elle qui contemple la nature, comment elle se réveille. De l'autre côté, on voit une autre beauté, la nature en épanouissement. Et puis une autre jeune fille, les naïades, les nymphes en bas. Tout ce qui font écho à la nature, selon les visions des Grecs antiques. Il a intitulé un conte de fées parce que d'un côté, son image est toute belle, de l'autre, elle est effrayante. Il a étudié beaucoup mosaïque, le peintre notamment à Ravenne en Italie. Et là, on voit la forme plus épaisse et vous voyez les fleurs très bien nuancées. La verdure, des couleurs violet, de lilas. Ce sont les couleurs de l'époque moderne, de l'art moderne. Il y avait beaucoup de caricatures. Sur le tableau, on ne comprenait pas parfois où se trouve la partie haute et la partie basse. Et l'un des critiques, il a parlé de ce tableau. Il a intitulé Les temps Ce tableau, il a attiré l'attention de tout public européen. Et le peintre russe Nikolai Sekoumov, il a écrit que tous les jours, dans les salles, ils ont vu un jeune homme tout ordinaire qui passait des heures devant ce tableau. En effet, c'était avéré le futur peintre célèbre Pablo Picasso. Et c'est lui qui a souligné ces toutes premières notes de cubisme qu'il a pris comme exemple chez Michael Vrubel. Là, vous voyez ces fleurs et ces plantes comme d'un conte de fées qui figurent sur ce tableau. C'est le monde de contes de fées, le monde des légendes. Était toujours très intéressant pour Michael Vrubel. L'autre tableau dont je souhaiterais vous parler, c'est le tableau Bogatyr. Le héros principal de folklore russe, le Bogatyr principal, Ilya de Murom, Ilya Muromets. Il y a
plusieurs genres folkloriques et qui présentent la puissance, la force, la dignité de Murom. Et puis, l'autre partie, c'est de Novgorod, où c'était plutôt la ruse, comme c'était plutôt la ville des marchands. Mais Ilya de Murom, il a une image humaine, si vous voulez. On a deux cycles de genre folklorique. Il y a des bogatires avec l'image humaine et il y a des bogatires d'origine de contes de fées. Et ce bogatir, on l'appelle Svetogor, qui veut dire qu'il est né dans les montagnes sacrées. Il y a des moments qui précisent que, par exemple, lorsqu'il touche la terre commence à se trembler. Et il réussit à réaliser dans ce tableau Mikhail Vrubel. Vous pourrez voir son visage. Vous voyez l'expression de son visage. Dans le même temps, tout ce que l'on voit autour de son visage, la barbe bien longue, ses cheveux, on peut le comparer à la, si vous voulez, végétation de nature. En même temps, les yeux bleus très gentils, sa main, c'est aussi comme la puissance de nature. Et on voit ce bogatir qui monte le cheval légendaire de contes de fées. Lorsque l'on voit le tableau en entier, on voit que les pieds de cheval touchent les sommets des pins. C'est selon la citation de Sebelin, Ilya Muromets, comme il touche ces sommets des pins, comme je vous ai bien mentionné. Il était un coloriste très, très fin. Là, vous voyez des couleurs, des nuances bleues, des nuances rouges. Et puis, on voit que c'est le coucher du soleil. C'est le moment particulier où le jour change la nuit. Et au moment de crépuscule, toute force méchante commence à se réveiller. Et là, on peut regarder le cheval gigantesque et il a en plus, il a fait exprès cette exagération. Et le modèle, donc, elle a été obligée de monter à plusieurs reprises à ce cheval-là pour poser à Vrubel. Ce tableau-là, elle n'a pas pu être au niveau de la taille, elle n'a pas pu être placée à l'endroit pour lequel elle était prévue. Pour cette raison, elle l'a coupée. Et comme vous le voyez, elle a été coupée exprès selon l'idée du peintre lui-même. Puis, elle a eu une nouvelle commande pour illustration. On avait un ouvrage à l'occasion du centenaire du poète Mikhail Lermontov et Vrubel commence à faire des illustrations pour son poème bien connu Démon. Et le sujet, le thème de Démon a été né dans l'art russe. Le Vrubel a été le premier qui travaille sur ce sujet, sur des sujets démoniques. Le diable, comme on l'a appelé des forces, on va dire des forces de diable, on le voit autrement. Daimon, traduit du grec, c'est démon, qui veut dire que c'est l'ange qui a perdu sa pureté.
C'est pour ça qu'elle a essayé d'expliquer comment dans l'être humain peut se cumuler le bien et le mal. Pourquoi parfois on agit bien, pourquoi on agit mal. En effet, ce sont des sentiments que l'on éprouve parfois dans notre vie en travaillant sur cette illustration pour le poème et il cherche l'image du démon. Vroubel, qui a été passionné par Nietzsche, il se pose la question. Il se pose une question profonde et philosophique. Où se termine le bien et où commence le mal? Selon des explications de Bible, on comprend très bien où se termine le bien et où commence le mal. Dans la vie, ce n'est pas le cas. C'est l'image du démon fait l'écho à toutes nos tortures intérieures d'un être humain. D'abord, il a fait en sculpture. Vous avez vu l'image tout à l'heure, la sculpture de démon. Et il y avait plusieurs objets réalisés. Là, vous voyez l'œuvre, le démon assis. Et puis, dans notre collection du musée, c'est le démon volant. C'est l'une des meilleures œuvres artistiques dans sa carrière et c'est le début du XXe siècle. Et là, lorsque on peut voir toute l'histoire, on peut quand même le traiter comme prophète. Avant le 1914, il reste très peu de temps et ce monde paisible commence à se trouver dans l'obscurité. Et là, on voit ce démon volant qui touche par son corps les montagnes de Caucase sans sentir cette douleur. Et son expression de visage, lui, il s'envole vers le vide, vers l'inconnu. Je crois qu'il a fait exprès cette vision-là et il a grandi exprès ses yeux. Et Vroubel, il casse la forme du corps humain. On peut voir que ces coudes que vous voyez devant vous, il les a mis en arrière, derrière sa tête. Mais vous voyez comment il fait casser le corps au démon. Si on avait pu le faire tout droit, on aurait pu comprendre que toutes les proportions du corps humain sont en effet très bien respectées. Donc, cet expériment avec la forme a été fait exprès par Vroubel dans cette œuvre artistique. Et la dernière œuvre, c'était Démon tombé. Donc, les trois états de l'être humain. À la fin de sa vie, Vroubel perd la vision, le peintre qui ne voit pas et qui donc n'arrive pas à réaliser ses rêves. C'est vraiment la fin tragique. Il est mort à l'âge de 56 ans. En même temps, Vroubel a vraiment ouvert une nouvelle page, un nouveau sujet philosophique qui sera par la suite repris par d'autres peintres russes. Passons à un autre peintre qui provoque beaucoup de disputes. Certains pensent qu'il est romantique, d'autres le caractérisent comme peintre symboliste. Il a été sûrement influencé par la peinture française, tous les mouvements mélangés, mais les symbolistes russes, qui sont beaucoup bien d'ailleurs représentés dans la poésie, mais toutefois les symbolistes russes existaient également parmi les peintres, cette rose bleue. C'est Vroubel qui a créé le démon, ce monde des passions. Les artistes du mouvement de la rose bleue créent un monde de rêves. Et même le titre parle de lui-même.
Le mouvement a été dirigé par Viktor Borisov-Moussatov. Les peintres de la rose bleue n'ont pas existé longtemps en tant qu'association. Et si les peintres qui entouraient Alexandre Benoît s'inspiraient surtout par le 19e siècle, pour Borisov Moussatov, le monde poétique belle, c'était le monde des maisons particulières russes. C'était aussi un monde perdu. Parmi ses meilleures œuvres, on peut citer son autoportrait avec sa sœur. Et je tiens à attirer votre attention au centre de la composition. Il y a donc sa sœur qui est assise dans une robe de la première moitié du 19e siècle. Le portrait est très réaliste d'ailleurs. La jeune fille, comme une belle fleur, est assise au milieu du jardin avec une petite table devant elle. Les roses sont posées dessus. Et le peintre lui-même, il est représenté d'une manière un peu bizarre. En fait, on ne voit qu'une partie de son corps. À 4 ans, Borisov Moussatov est tombé d'une chaise et a abîmé sa colonne vertébrale. Et par la suite, malgré tous les traitements, il est resté bossu. Et il a été très gêné par ce fait. Donc peut-être c'était bien la raison, peut-être il y en avait d'autres, qui l'ont fait couper une partie de son corps. Du coup, il est représenté d'une manière fragmentaire, comme s'il regardait, comme s'il jetait un clin d'œil, comme par hasard, dans ce monde merveilleux de sa sœur, de cette belle jeune fille. Les visages sont représentés d'une manière assez réaliste, tandis que le jardin qui est au fond est fait par des touches très rapides, symbolistes, comme un tapis. Comme il s'agit du monde des rêves irréalisables, ces arbres, en fait, remplissent une autre fonction. Ils couvrent ces personnages au sein de ce monde merveilleux. Le tableau reflète bien les idéaux de la beauté de Borisov Moussatov, et sa sœur a été son modèle préféré. Pour les artistes symbolistes, les peintres qui étaient proches de ce mouvement, l'idéal féminin devient l'un des sujets principaux de leur œuvre. C'est vrai pour Borisov Moussatov comme pour Mikhail Nesterov. Le thème féminin devient principal pour lui. Mikhail Nesterov a été formé au sein de l'Académie des Beaux-Arts de Moscou. Et donc, encore pendant ses études, il fait connaissance à Melnikov-Pechersky, son camarade de classe, qui était le neveu d'un écrivain très connu, Melnikov-Pechersky, donc le même nom de famille, très populaire au XIXe siècle. Ses œuvres sont toujours publiées. Melnikov-Pechersky écrivait des romans. Il y en a deux qui sont les plus célèbres. L'un s'appelle Dans la montagne et l'autre s'appelle Dans la forêt. Et du coup, les héroïnes principales sont les jeunes filles. Ce sont des jeunes filles qui vont s'abriter dans des cloîtres. Et donc, c'est la vie des petits monastères perdus dans les forêts de la Volga. C'est ce qui est décrit par l'écrivain. Nesterov fait semblant de faire des illustrations à ses romans, mais en même temps, le sujet de la vie des femmes l'intéresse de manière indépendante et il le développe tout au long de son œuvre. Il se pose par exemple les questions pourquoi les femmes prennent un jour cette décision d'aller habiter dans des cloîtres. Et l'un de ses tableaux les plus connus
est consacré justement à ce sujet. Il s'appelle Entrée en religion. C'est l'entrée d'un petit monastère, cloître, éloigné du monde, perdu au fond de la forêt. Et donc, l'héroïne principale est menée par deux moines habillés en noir qui la tiennent par les bras. Donc, elle vient de prononcer ses vœux, étant passée de la vie laïque vers une nouvelle vie. Et Melnikov-Petchersky décrit de manière très détaillée cette cérémonie des vœux. On voit des foulards blancs. Ce sont en fait des jeunes filles qu'on appelait des beletsi, du mot russe blanc. Et ils vivaient auprès des cloîtres, mais ne faisaient pas partie des moines. Et à un certain moment, elles pouvaient prononcer des vœux pour, on va dire, changer de catégorie. Avant de prononcer les vœux, la jeune fille a été déshabillée dans la cathédrale. On lui lavait les mains, on lui changeait des chaussures. Ensuite, on lui coupait une mèche des cheveux. Et à partir de ce moment-là, elle a été habillée dans des habits d'une moine et ce sacrement a été accompli. Donc, d'autres jeunes filles l'amènent vers sa nouvelle vie. Elle a reçu d'ailleurs un nouveau prénom. Et cette procession très lente est représentée par Nesterov avec une grande maîtrise et faites également attention à la nature. C'est le printemps avec la nature qui se réveille et qui fait écho aux figures très fines, très délicates des jeunes filles. Donc voilà, un jour tout particulier dans la vie du monastère et dans la vie de cette jeune fille. Donc pour Nesterov, le sujet du féminin, du moral, de la recherche de l'idéal moral a été très important, d'où un autre repère, une autre référence très importante pour lui, c'est l'image du vénérable Serge de Radonège, qui était le personnage principal de tout un cycle des œuvres. Nous n'allons en voir qu'un tableau. Le vénérable Serge de Radonège, l'image du fondateur du monastère de la Sainte Trinité, qui est placé à une quarantaine à 45 kilomètres de Moscou, dans la ville de Sergueïev Posad. Donc, c'est l'endroit où la laure de la Sainte Trinité et de Saint Serge sont placés. C'est lui, c'est Saint Serge qui a inspiré Dmitri Donskoy avant la bataille de Kulikovo, qui est un moment, un véritable tournant dans l'histoire de la Russie. Mais ici, on voit une interprétation très intéressante de son image. Serge se tient debout sur une colline, sur un mont. Derrière lui, on voit la Russie, l'image généralisée de la Russie. La religion a été l'un des sujets principaux de Nesterov avant 1917, mais après, il ne fait que des portraits. Il a créé toute une galerie des portraits de ses contemporains, d'autres peintres, des écrivains, des médecins. Un portrait très important créé avant
la Révolution, donc qui date de 1906, c'est le portrait de sa fille, Olga Nesterova, et qui est entrée dans l'histoire de l'art russe sous le titre Amazon. Nesterov avait une maison à côté de la ville d'Oufa, donc sur les côtes du rivière Belaya. Pendant assez longtemps, Olga a été malade et Nesterov se souciait d'elle. Les médecins pensaient qu'elle pouvait perdre son ouïe. Finalement, la jeune fille a commencé à se rétablir. Ils sont allés à la campagne. Et un jour, quand elle se préparait à se promener un peu à cheval, du coup, Nesterov l'a vue comme ça et lui a dit « Bouge pas, je vais te représenter comme ça ». Donc, nous voyons la jeune fille sur le fond de la rivière Belaya, un habit équestre, en pleine taille. La figure féminine domine l'espace comme une tache sombre et aussi son petit chapeau rouge comme un accent de couleur. Le fouet dans ses mains, les gants, donc accompagnent cette image très élégante d'une jeune fille de l'époque moderniste. À la fin du 19e, au début du 20e siècle, chaque artiste cherche son propre idéal. Et le portrait, dans ce sens, est toujours un genre intéressant parce qu'il permet de se donner une idée du quotidien des gens de l'époque. L'un des portraitistes les plus remarquables de l'époque, c'est Valentin Serov. Selon les experts russes qui étudient son œuvre, Serov est vraiment monté au sommet de l'art du portrait. Il a été l'élève de Repin, une autre grande personnalité de l'art russe. À l'âge de 23, Serov fait un portrait qui entre dans l'histoire de l'art russe comme une fille aux pêches. En fait, c'est le portrait de Vera Mamontova. Et au tournant des siècles, Serov devient l'un des portraitistes les plus à la mode en Russie. Donc, du coup, il exécute beaucoup de portraits sur commande. En créant cette série de portraits sur commande, il s'agit du coup des portraits laïques, les portraits de ses contemporains. Serov fait renaître dans l'art du portrait russe certains traits. Mais il ne faut pas oublier qu'il est l'élève de Repin qui a été le maître du portrait psychologique. Chaque portrait de Serov est plein d'énigmes. Très souvent, les commanditaires avaient peur de voir le résultat final parce que Serov avait vraiment le talent de voir, de lire ces personnages jusqu'au fond de leurs âmes. Sofia Bodkina, son portrait est parmi les plus connus. Il fait partie de notre collection permanente. Sofia Bodkina, un portrait très bien exécuté, très joli par ses couleurs. On voit le bleu, le jaune, une combinaison classique. Et en même temps, certains y voyaient une jeune fille qui s'ennuyait, d'autres voyaient une jeune fille aisée, donc qui représente une nouvelle classe sociale, des marchands de troisième génération. Donc, elle est une fille des marchands qui s'est mariée à un marchand Botkin. La famille Botkin est aussi parmi les familles les plus célèbres, la famille des marchands, des mécènes. Et donc voilà, nous voyons cette dame assise sur le canapé bleu. Et si on regarde ce portrait avec un peu plus d'attention, nous allons voir que oui, il est bien assise sur le canapé, mais on a du mal à voir où le canapé est placé.
Le plancher, les murs sont de la même couleur. Le plancher d'une couleur un peu plus chaude, le mur un peu plus froide, d'où l'impression qu'en fait le canapé est suspendu dans l'air. Ce n'est pas un hasard. Cette nouvelle classe sociale de la bourgeoisie qui est apparue en Russie à la fin du 19e siècle, une classe qui vite devient très aisée. Vous voyez la robe de Sofia de couleur jaune décorée par les roses. On peut reconnaître en fait le modèle qui a été exécuté à Paris. Et donc Sofia Botkina s'est fait acheter cette même robe, mais même avec cette robe, elle n'a pas été admise dans le monde des aristocrates. Du coup, toute belle dans sa robe, assise sur le canapé somptueux, elle est suspendue entre les deux mondes. Elle s'ennuie déjà dans le monde des marchands, mais elle n'est pas admise dans le monde aristocratique. Finalement, on voit le petit chien. L'année où ce portrait a été exécuté, ce petit chien devient très à la mode. Donc, Sofia s'en aussi dotée. Serov, qui était très sensible à la couleur, au coloris, donc ce n'était pas par hasard qu'il lui a demandé de mettre cette robe-là. On voit bien qu'elle lui va très bien. Mais bon, pour rassurer un peu le spectateur, Serov ajoute un petit accent, le chapeau rose, en mettant ce point sur le plancher pour que les spectateurs n'aient quand même ce sentiment que le canapé est effectivement suspendu. Sofia est assise sur le coin, comme au bord du canapé, comme si elle n'était pas très à l'aise. Donc, ces nuances très subtiles caractérisent notre personnage. Un autre portrait féminin que je voudrais vous montrer et qui figure parmi les meilleurs dans l'œuvre de Serov, c'est celui de Zinaïda Yusupova. Yusupova appartenait à l'une des familles les plus aisées. Elle a été comtesse. Elle était propriétaire du palais Yusupov sur la rivière Moïka à Saint-Pétersbourg. Et quand elle a reçu sa lettre qui lui demandait d'exécuter son portrait, Serov, en fait, disait à sa femme qu'elle avait peur. Probablement, la comtesse a été très capricieuse, mais quand ils font connaissance, Serov a été vraiment fasciné par elle et Zinaïda disait dans ses lettres je devenais plus grosse, je devenais plus mince, mais Serov continuait à travailler. Ça a pris 80 séances pour exécuter le portrait qui est tout à fait remarquable. Sa complexité réside dans le fait que Serov se pose un objectif très difficile. Représenter une figure blanche sur du blanc. Donc, on voit que le mur, le canapé et sa robe sont à peu près de la même couleur. Et Serov ne fait que quelques touches pour en fait représenter l'ensemble. Le portrait a été fait dans son boudoir, qui a été fait dans le style rococo. Là, vous voyez dans les cadres dorés les tableaux. Puis une collection immense des tableaux de Rembrandt, Rubens, Poussin, Watteau et beaucoup d'autres artistes peintres. Et actuellement, une partie de collection de Yusupov fait partie du musée Hermitage à Saint-Pétersbourg.
Là, vous voyez la partie de canapé derrière, c'est en forme de vague. Ainsi, à la différence de Botkin, que l'on a vu sur le portrait précédent, Yusupova, elle est assise de manière très bien confortable. À côté d'elle, un petit chien. On lui permet tout, même d'être assis sur le canapé. Elle continue la série de portraits. Elle travaille beaucoup sur les portraits d'animaux. Et ce portrait d'un petit chien, il est une caractéristique supplémentaire pour sa maîtresse Zinaida Yusupova dans le cas précis. Là, vous voyez ce poil est en harmonie avec la soie de canapé sur laquelle elle est assise. Et puis, à la demande de Zinaida Yusupova, a été également réalisé un portrait en aquarelle. Et après la Révolution en 1917, le portrait du palais Yusupov a été amené à la collection du musée russe. Là, vous voyez le portrait d'une femme noble, bien digne, très belle. Valentin Serov est le maître de portraits psychologiques. Il sait créer des portraits de qualité. Il travaille avec Serge de Diaghilev, qui l'invite de temps en temps. Il s'occupe de décoration pour les mises en scène. Et à Paris, il faut connaissance à encore une dame. C'est un portrait très intéressant. Elle a réalisé là-bas, à Paris. Le portrait est tout à fait atypique pour l'art de Valentin Serov. Il s'agit du portrait d'Ida Rubinstein. Ida Rubinstein était danseuse. Elle est danseuse non professionnelle, amatrice, qui n'a pas eu de formation chorégraphique classique. Malgré cela, elle a travaillé dans la troupe de Serge de Diaghilev, troupe théâtrale. Elle a dansé Cléopâtre. Elle a interprété un rôle aussi dans plusieurs mises en scène de Diaghilev. Vous connaissez bien évidemment la musique de Ravel, Boléro. Bien évidemment, elle est enchantée par la beauté d'Ida Rubinstein. C'est pour elle qu'il a créé sa fameuse œuvre. Tout Paris brillait pour elle. Elle a eu une concurrente, Anna Pavlova. L'année de réalisation de ce portrait, 1910-1911, c'était notamment Ida Rubinstein qui était la déesse théâtrale pour tout Paris. Et elle était une très bonne amie de Léon Bakst aussi. Elle a posé pour lui aussi. Et Ida Rubinstein elle n'a pas eu peur de danser nue, si vous voulez. Si, par exemple, elle dansait sous cette couverture, elle a enlevé toutes les 7, restant devant le public uniquement avec un collier de perles. Et elle était de taille bien haute, mais restait quand même courbée, qui n'est pas intrinsèque d'habitude aux danseuses de ballet. Là, vous pouvez regarder ce portrait. Il a réalisé ce portrait de telle manière que l'on ne voit pas sur ce portrait nu des beautés féminines. Et on voit ce visage réalisé dans la manière réalistique, bien classique. Et puis, je tiens à attirer votre attention à son corps, comment on a travaillé là-dessus. Là, vous voyez une couverture bleue et l'écharpe de
vertes qui ont été créées avec des couleurs intenses. Par contre, le reste en blanc. Et là, vous voyez des formes qui deviennent plus épaisses, les transformations des formes. Serov, elle a vu ces techniques à Paris, malgré le fait qu'il restait sur les positions et les idées du réalisme. Et ici, sur ce tableau, elle a travaillé avec un expériment. Si on regarde ces formes et ces lignes, là où on voit son corps comme une seule ligne, comment on aurait pu créer tout ce corps-là assis. Il n'a pas terminé, il n'a pas achevé ce travail, ce tableau. Il a arrêté son travail à Paris et il a été obligé de partir à Moscou pour travailler sur une autre commande où il est décédé. Il a décédé à l'âge de 46 ans. Et ce tableau reste inachevé. Bien évidemment, il était un dessinateur brillant avec un sentiment exquis des lignes et des couleurs. Такое влияние даже на такого реалиста, как Серов. Куда бы пошел он дальше и какие бы интересные вещи начал создавать Валентин Серов. Потому что Валентин Серов преподавал в Москве. Valentin Serov, malgré cela, il a enseigné à l'école des beaux-arts à Moscou et des jeunes maîtres, c'est l'Institut des beaux-arts de sculpture et des jeunes peintres peut-être quand même. Elles ont eu leur influence sur Serov. À mon avis, c'est le seul portrait d'une femme tout à fait nue. On a parlé d'elle comme d'une dame ayant une bouche d'un animal blessé, d'un lionesse blessée. Dans la littérature russe, cette image, elle a aussi trouvé son écho. Et bien évidemment, le type de beauté russe a été mis en œuvre par Boris Kostodiev. Et l'héroïne de ces tableaux était l'image complexe de beauté russe. Là, par exemple, vous voyez une marchande prenant le thé, femme de marchand. C'est l'image d'une ville de Provence russe. Toute ville en province est célèbre par exemple, ces églises que l'on voit en arrière-plan. Femme de marchand, là, on la voit au balcon. Elle prend le thé. Et selon la tradition russe, la tasse a été déjà bu des soucoupes. Par contre, les femmes de marchand, lorsqu'elles prenaient les soucoupes, ils ont mis les femmes marchandes pour être distinctes des femmes paysannes. Ils ont mis de côté leurs doigts, comme vous les voyez ici. Là, vous voyez toutes les délices et gourmandises sur la table. Même un pastèque, des fruits, de la confiture, toujours l'élément nécessaire de toutes les cérémonies de thé russes. Et on voit un petit chat à ses côtés. Et on peut voir aussi les traits de portraits de femmes de marchand intrinsèques à ce chat-là. Elle a vécu à Petrograd à cette époque-là, en 1918. La ville a éprouvé des temps difficiles
qui manquait des produits alimentaires. Boris Kostodiev, quand même, est né dans la ville d'Astrakhan, en Provence. Et puis, il a déménagé à Petrograd. C'est pour ça qu'elle a réussi à recréer cette image complexe de ville en Provence, où il a rencontré sa voisine d'Astrakhan, qui était noble, une femme noble, épouse de baronesse elle-même. Il a vu cette dame noble et l'a invité à lui poser. Et ainsi, il a réussi à créer une image élégante d'une beauté russe, avec les traits de toute femme belle russe. Aujourd'hui, nous avons déjà parlé de Serov, qui était non seulement le peintre, mais aussi enseignant. Et il a donné la formation à beaucoup de peintres artistes. Et parmi ses élèves, il y avait Ilya Mashkov. Tous les phénomènes intéressants du 19e siècle. En Europe, ils sont arrivés en Russie et, par exemple, Paul Cézanne, qui était à cette époque-là l'étalon pour les peintres russes, et Ilya Mashkov aussi n'était pas une exception. Il a été inspiré par Paul Cézanne. Мы сейчас видели вообще европейского натюрморта. Мы сейчас видели натюрморт у Кустодиева в Купчихе. И вот этот интерес к натюрморту, он в конце 19-го, в начале 20-го. Vers la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, on retrouve de nouveau ce style-là, le naturmort. La nature morte, traduit littéralement comme la nature morte. On voit des fruits, les pommes, très bien décrite par Paul Cézanne. Il s'agit de la forme créée naturellement. Tout ce qui est créé naturellement est bien évidemment la perfection en elle-même. Et Ilya Mashkov suit ce modèle-là. On voit la nature morte aux ananas. Et beaucoup de peintres ont cherché leur source d'inspiration. Certains sont partis en Afrique, certains, comme Gauguin, sont partis à Tahiti. Et les artistes peintres russes, c'était le folklore russe pour eux. C'était des images de Lubbock qui ont été créées par le peuple. Et c'est l'art populaire, l'art primitif, comme on l'a appelé. Ces jeunes maîtres, ils commencent à chercher leur, si vous voulez, langue artistique, stylistique. On voit des couleurs sombres autour de ces fruits sur ce tableau-là. On peut regarder cette recherche de la langue artistique, stylistique pour lui. Vous voyez la forme d'ovale qui a été choisie pour ce tableau. Et ce plateau de Jostovo, en tant qu'incarnation et la source d'inspiration pour Ilya Mashkov. Jostovo est aussi l'art folklorique russe. Son camarade, Petr Konchalovsky, pour Mashkov, le talent, le modèle restait Paul Cézanne. Konchalovsky, quant à lui, est un artiste très jeune. Il n'a pas d'abord réussi à trouver son sujet dans l'art. Et puis, en France, il a visité l'exposition Son tableau de Van Gogh et c'est là où il a trouvé sa source d'inspiration. Et il s'est appuyé sur l'art de Paul Cézanne, de Van Gogh. Pour lui, c'était le début de sa recherche de langue artistique.
Les Français, à l'époque, ils ont bouleversé la société et nos jeunes peintres, ils ont voulu à leur tour bouleverser la société russe et ils ont créé le mouvement, le ballet de carreau. Donc, si on traduit le ballet, si on traduit le ballet de la langue française, qui voulait dire la personne qui triche. Là, vous voyez la combinaison du russe et du français. Ce mouvement-là, c'est donc le ballet de carreau pour, si vous voulez, résister de manière ironique à cette société des marchands. Si vous voulez, c'est la parodie au portrait, une parodie au portrait classique. Vous voyez deux jeunes assis sur le canapé. C'est le culte du corps humain masculin. C'est l'origine masculine, si vous voulez. On voit ces muscles très bien nuancés, même exagérés. Ce n'est que pas uniquement le sport qui intéresse les jeunes. On voit entre les mains d'Ilya Mashkov le violon et les notes se retrouvent entre les mains de Piotr Konchalovsky. Donc, ce portrait bien ironique présente également les livres et on voit une étagère, on voit la Bible, par exemple. Paul Cézanne, parmi ces livres-là, l'art antique. Là, ce sont des étalons, les valeurs qui sont respectées par ces peintres-là. Et deux tableaux que l'on voit sur l'arrière-plan. Bien évidemment, c'était le défi à la société. C'était une grande réussite. Il a suscité beaucoup de discussions. Les peintres ne sont pas arrêtés là-dessus et le mouvement Le Ballet de Carreau a réuni beaucoup de jeunes peintres qui ont travaillé de manière tout à fait différente sur les problèmes de la société. C'est le mouvement bien important pour l'art russe parce qu'il était au début de l'apparition de l'avant-garde russe. Le prochain tableau que je souhaiterais vous montrer, le portrait de famille de Piotr Konchalovsky. Il a voyagé beaucoup en France, à Arles. Il a visité cette exposition dont je vous ai parlé, un tableau de Van Gogh. Et puis, son prochain voyage, il a effectué en Espagne au début du XXe siècle pour une personne russe. Ces voyages étaient des choses assez extraordinaires. En voyageant en Espagne, il a habité à Barcelone. Dans l'une de ses lettres, il écrit « L'Espagne l'a beaucoup impressionné, mais chaque peintre la voit à sa manière. Les couleurs blanches et noires sont les couleurs principales dans son œuvre. L'Espagne, c'est juste noir et blanc. Et il a voulu mettre en lumière cette quintessence de noir et blanc. Et le portrait de famille, où on voit son épouse et ses deux enfants, Natalia, Olga Vassilievna, c'est son épouse. Natalia et Mikhail sont ses deux enfants. Comme je vous ai mentionné, les couleurs noires et blanches. Il a voulu créer d'autres couleurs pour leur ajouter un rôle supplémentaire. Par exemple, comme on voit la robe rouge ou la couleur verte. Et derrière, on voit le tableau. C'était, si vous voulez, l'art primitif qui est considéré. Et on voit les ombres, si vous voulez, plutôt avec nuancé vert. Et en voyageant en Espagne, il fait connaissance à l'un des matadors les plus connus en Espagne.
Et là, on voit le portrait de ce matador. Toujours les mêmes couleurs, noire et blanche, couleur supplémentaire, couleur verte. Donc on voit ce chapeau noir, costume noir, une chemise blanche et le manteau vert. C'était un élément des habits urbains pour les hommes espagnols. Et le fond noir sur lequel on voit très bien silhouette de cet homme. Et vous voyez bien évidemment son visage, l'expression de son visage. Les ombres rouges, vertes apparaissent aussi sur son visage. Elles ont été critiquées parfois, ces ombres, par les anciens professeurs. Comment on peut voir, si vous voulez, les ombres de ces couleurs-là? Mais le peintre, quand même, elle a répondu que c'est bizarre que vous ne voyez pas. Moi-même, je le vois très bien, ces ombres. Nathan Altman, parmi tous les tableaux que nous avons dans notre collection du musée russe, moi, je tiens à attirer votre attention au portrait de la poétesse russe Anna Akhmatova. Anna Andreevna était peinte par beaucoup d'artistes russes et bien évidemment le portrait d'Anna Akhmatova réalisé par Modigliani, par le peintre français d'origine italienne Amadeo Modigliani. Amadeo Modigliani et Anna Akhmatova, ils ont fait connaissance à Paris. Anna Akhmatova, en 1911, a également fait connaissance à Paris au peintre russe Nathan Altman. Et d'ici 2 ans, ils se sont rencontrés à Saint-Pétersbourg, à Café de l'Art, un chien en errant, où ils ont commencé leur amitié bien solide. Et c'est ainsi que ce portrait a trouvé ses origines. Elle était une apparence très intéressante. Nathan Altman, il a été passionné par le cubisme, d'où on voit cette image d'Anna Akhmatova assez inhabituelle. D'un côté, il s'agit d'un portrait d'une femme poétesse. Il y avait l'image du poète masculin, mais c'est pour la première fois on voit le portrait d'une femme poétesse. Il ne s'agit plus de poète. Et Nathan Altman, elle l'a fait en première. Ce tableau-là, l'un des femmes contemporaines sur l'exposition dédiée au mouvement, au monde de l'art, monde de l'art. Il a trouvé quand même ce portrait abominable. Et en arrière-plan, on voit le paysage. Là, vous voyez cette solution pour la nature, les arbres, en cubisme. Mais en même temps, malgré ces caractéristiques d'abominable, on a vu quelque chose d'attrayant dans ce portrait-là. La combinaison classique de couleur bleue, de couleur jaune, qui quand même donne une image jolie d'Anna Akhmatova. Et les artistes se retrouvent toujours dans la recherche d'une image de la poétesse, comme je vous ai dit pour la première fois. Et encore un phénomène assez rare, où 2 peintres travaillent sur le portrait ensemble, Vassili Tchoukaïev et Alexandre Yakovlev. Le portrait est exécuté dans la manière néo-réaliste.
ce n'est plus du cubisme. Les peintres reviennent aux traditions de l'art italien, la Renaissance italienne. Les deux ont été passionnés pour le théâtre et les deux ont interprété dans une pièce de théâtre de Vsevolod Meyerhold, très connu de l'époque. D'abord, ils venaient voir ces spectacles en tant que spectateurs et après un certain moment, ils étaient invités pour interpréter les rôles d'Arlequin et de Pierrot au théâtre, les personnages principaux de la comédie italienne. Donc, exécutés avec tant de brio sur ce tableau. L'association Le Valet de Carreau réunissait un autre peintre, tout aussi passionné par le cubisme, mais qui a élaboré son propre style, Aristark Lantulov. Nous avons quelques tableaux de lui dans nos collections, dont l'une de ses œuvres du début de son parcours professionnel, son autoportrait. Aristark lui-même le considérait comme son meilleur tableau. Il a été créé tout au début de son travail, avant qu'il a rencontré d'autres artistes de l'association Valet de Carreau, donc il est parmi les plus classiques. Lantulov était considéré comme le peintre du soleil. Il aimait les couleurs vives, le jaune, le rouge, c'était son trait caractéristique. Ensuite, donc, il prend connaissance avec le Valet de Carreau et son parcours artistique en prend un tournant important. Et John Bolt, un critique d'art très connu, dit que Aristark Lantulov a été tout aussi important pour l'art russe comme Matisse l'a été pour l'art français. Tout aussi vif, vibrant. Il ressemble effectivement à son homologue français. À un certain moment, Aristark Lantulov se rend à Paris pour combler la lacune, comme il le pensait, dans sa formation d'artiste. Il apprend le cubisme et l'interprète à sa propre manière. Donc, l'autre tableau de 1917 appartient à la période qui date de la fin de sa vie plus tôt. Il exécute beaucoup de paysages de Moscou avec ses cathédrales anciennes, son architecture toute particulière. Et donc, ce tableau-là représente les églises de la Nouvelle-Jérusalem. Le peintre lui-même a très bien caractérisé non seulement ce tableau, mais toute cette série architecturale. Il dit « Je peignais les églises, les cathédrales, non par un esprit religieux, parce que je les ai représentées démembrées, défragmentées, mais par amour de l'architecture russe, du Kremlin et du baroque russe. Dans ces églises basses, simples, ils voyaient leur propre beauté en les défragmentant en plusieurs morceaux. Ils les représentent en même temps très vivantes, pleines de couleurs. Et dans ce sens, effectivement, il a été le peintre ensoleillé, le peintre soleil, qui rend très bien l'impression produite par l'ancienne architecture russe avec ses coupoles, des cathédrales, les coupoles dorées comme des chapeaux dorés sur des clochers, sur des formes défigurées, mais défigurées de manière tout à fait admirable. Tous ces artistes sont les précurseurs de l'avant-garde qui ont posé de nouveaux principes de l'art russe, des nouvelles tendances qui ont d'abord apparu en France ou dans d'autres pays européens, qu'ils ont emprunté, qu'ils ont interprété à leur propre manière pour trouver leur propre langage artistique. Dans le même temps, presque parallèlement, il y a
le nouvel art qui n'est plus figuratif, qui est né avec Vassili Kandinsky à ses origines. Et il y a un autre artiste très connu, Casimir Malevich, qui participe aux expositions du monde de l'art, Mir Iskustva, qui sont tous donc les fondateurs du phénomène tout à fait exceptionnel qui est l'avant-garde russe, qui est un sujet à part, digne d'une visite particulière. Et donc, ça sera une autre occasion pour vous familiariser avec les œuvres de Chagall, Natalia Goncharova et bien d'autres noms. Merci de votre attention. Sur cela, je vais terminer notre visite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valentina. Nous avons eu beaucoup de chance et je pense que je ne suis pas la seule à le penser de nous lancer dans cette aventure, cette conférence sur l'histoire de l'art russe, d'avoir effectué ce voyage dans le temps. Valentina, effectivement, maintenant nous sommes passionnés, nous sommes intéressés, nous voulons entendre la suite. Nous espérons donc que nos rencontres avec le musée russe se poursuivront. Je vous le rappelle, aujourd'hui, ça a été la cinquième rencontre avec le musée d'État russe. Et encore une fois, j'espère que ce n'est pas la dernière. Nous allons encore nous rencontrer dans cet espace virtuel. D'autre part, notre public est très varié. Il y a des gens de Russie, d'Europe occidentale, de Belgique, de France, d'autres pays et d'autres continents également qui nous suivent. D'autant plus que l'enregistrement de cette visite sera affiché sur notre canal YouTube, Rus House sur YouTube. Et donc, j'invite tout le monde à réécouter, si vous voulez bien, cette conférence pour admirer les belles œuvres des peintres russes de la fin du 19e, du début du 20e siècle. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions ou vous pouvez aussi lever la main si vous le souhaitez. Ou sinon, vous pouvez également commenter. Vous pouvez voir en bas de l'écran une icône qui représente une main. Ou sinon, vous pouvez utiliser le chat. Vous pouvez taper votre question sur le chat. Si peut-être vous n'avez pas de questions pour l'instant, mais vous les avez par la suite, vous pouvez toujours les envoyer encore une fois sur notre chaîne YouTube sous l'enregistrement de cette visite virtuelle. Et nous-mêmes, ou Valentina, vont vous répondre. Valentina, merci encore. Ça a été une visite tout à fait passionnante. Comme on nous le dit dans les commentaires, merci beaucoup, ça a été très intéressant. Nous vous remercions de tout notre cœur, comme toute l'équipe du musée russe virtuel. Nous savons à quel point ça peut être difficile d'organiser une diffusion en direct, ce genre de visite virtuelle. Merci à tous vos collègues à Saint-Pétersbourg. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne peuvent pas visiter votre musée en présentiel, donc ce que vous faites a une énorme valeur. Et je tiens à remercier nos collègues de Paris qui ont assuré la traduction simultanée en français, grâce à quoi cette visite sera accessible à tous les pays francophones. Encore une fois, grand merci à vous tous, Valentina. Donc, nous espérons de vous voir bientôt pour apprendre quelque chose sur l'avant-garde russe. Merci à vous, à la prochaine, à très bientôt. Merci, c'était la Maison russe à Bruxelles sur notre plateforme virtuelle. Merci
d'avoir été avec nous. Merci pour votre intérêt pour la culture, l'art russe. Et effectivement, à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.